Bonjour, ici François Tadin des Productions 640 KB. Bienvenue à cette autre émission de Micro.info. Cette semaine, pour l'édition du 10 février 2003, il sera question au cours de segments techniques de mini-PC, de synthétisateurs télé, mais surtout de logiciels faits au Québec qui s'adressent aux enfants, aux adultes ou aux adolescents. Le segment technique commence à l'instant. La semaine dernière, vous avez peut-être remarqué qu'on utilisait un ordinateur assez particulier sur le plateau, à savoir un mini-PC. Pour le décortiquer, on est avec Dominique Feliziani. Bonjour Dominique. Salut François. Alors l'an dernier, on a vu la tendance. Les ventes d'ordinateurs étaient un petit peu à la baisse, donc on a vu toutes sortes de technologies apparaître, entre autres les mini-PC, peut-être pour un peu revigorer cette industrie. Les mini-PC sont maintenant sur le marché pour aller chercher la nouvelle clientèle qui veut avoir un ordinateur plus technologique, plus beau, avec un meilleur look et surtout transportable facilement dans n'importe quel endroit. Exemple, un LAN party, on arrive avec par exemple, oui. C'est ça. Ce qu'on a ici, c'est un mini-PC qui vient d'une compagnie, mais peut-être revenir sur l'historique des mini-PC parce que c'est arrivé, c'est déjà la deuxième génération. Là. On est maintenant à la deuxième génération. Le mini-PC existe depuis janvier 2002, lorsque Shuttle ont sorti sur le marché les premières versions, qui étaient très de base, qui étaient excellents pour la bureautique, très faibles au niveau des jeux. Et de l'expansibilité. Et de l'expansibilité également. Maintenant, les compagnies ont les droits par Shuttle pour créer des composantes de mini-PC et des nouveaux boîtiers de mini-PC qui sont maintenant beaucoup plus performants pour la deuxième génération. La troisième génération va s'avérer encore une fois beaucoup mieux que ce qu'on a maintenant. Oui, parce que là, on a évidemment place à l'amélioration. On va revenir tantôt sur ça de nos tests. Mais si on ouvre le mini-PC qu'on regarde à l'intérieur, bien sûr, pour en arriver à une miniaturisation, il a fallu changer des éléments, dont la carte mère. Exact. La nouvelle carte mère, on appelle ça une carte Flex ATX, qui est encore plus petite que la carte Micro ATX qu'on connaît maintenant. C'est une carte qui contient les mêmes composantes qu'une carte mère standard, qu'on parle de carte réseau, son, vidéo. Tout est intégré sur la carte mère, mais vraiment beaucoup plus petit. Et tous les connecteurs à l'arrière sont là aussi. Donc, peu importe ce qu'on a besoin de brancher, les connexions de base sont là. C'est la même chose que votre ordinateur régulier, le gros ordinateur gris ou brun que vous avez à la maison. Connecteur avant et arrière sur un mini-PC maintenant. Donc, on retrouve même du FireWire, USB 2.0, name it, oui. Tout est là. Tout est là, surtout dans les troisième générations qui s'en viennent. Même la GP8X va être inclus dans les nouvelles appareils. Ben ça, c'est d'ailleurs une des choses nouvelles de cette deuxième génération-là, c'est qu'avant, il n'y avait pas de fente AGP. On n'avait qu'une seule fente PC, donc ça nous limitait pour l'évolution vidéo. Énormément. C'était très limité parce que les cartes vidéo intégrées avec les jeux de circuit ou les chipsets étaient vraiment de base. Donc, pour la bureautique, pour le professionnel, c'était idéal. L'utilisation familiale, c'était très bien. Mais pour le joueur, c'était pas du tout bon. Lorsqu'on achète ça, évidemment, on doit payer un petit supplément par rapport à un boîtier. C'est ça. Une grosse brute beige, comme on peut le dire. Exact. C'est environ combien? Il y a une très faible différence maintenant. Quelqu'un qui utilise un mini-PC va payer entre 125 et 200 $ de plus sur sa machine au complet. Si l'on compare avec un boîtier régulier. Sauf que quelqu'un qui utilise un boîtier régulier, qui va prendre un boîtier haut de gamme avec une vitre, les néons ou les choses comme ça, le prix revient à l'équivalent d'un mini-PC. Donc, c'est un peu superflu. On rit peut-être, là, mais il y en a là, qui achètent des boîtiers avec des néons puis qui modifient ça, là, comme les autos. Là, exactement, principe, même principe. Okay. Parce que ça a quand même de la gueule. Là, comme là, que l'on le voit, là, c'est très esthétique. Oui, c'est un look très high-tech, très bien fait. Ça s'agence dans n'importe quel décor. Et il va y en avoir d'autres looks qui vont émerger dans l'année. Oui. Certains vont dire, ah oui, Apple avait sorti le Cube il y a environ 1 an et demi. C'est à peu près le même principe. C'est le principe du Cube qui est maintenant rendu sur PC, qui est beaucoup plus agençable à n'importe quel endroit. Ce qui était la force du Cube, c'était, eux autres expliquaient Apple que c'était la façon dont l'air circulait en cheminée, que c'était très silencieux. Oui. Au niveau de l'alimentation puis la ventilation, pour cet appareil-là, la première génération était très chaud. Deuxième génération, encore une fois, les ventilateurs donnent un bon résultat, mais donnent vraiment leur 100%. La température interne est tout de même assez chaude. Là. On parle de jusqu'à 58 degrés dans les tests de torture du CPU et de la carte vidéo. Si on en ajoute une. Là. Si on en ajoute une. Sans la carte vidéo supplémentaire, l'ordinateur va être environ à 36 degrés. Donc, c'est quand même bon comme système. Parce que bon, on en parle de ces tests-là. Tu as testé le tout avec 3D Mark, par exemple, PC Mark, et ainsi de suite, Sandra et compagnie. Donc, sous 3D Mark,
qui est un test qui vérifie vraiment les performances vidéo, on voit tout de suite que la carte interne, la puce interne, ça vaut rien. C'est ça. La carte vidéo qui est inclue avec le eCube qu'on parle présentement, c'est la carte S3 Pro Savage 2 qui utilise la mémoire partagée de l'ordinateur. À la base, cette carte vidéo-là est très peu performante. C'est 11 fois plus lent qu'une carte vidéo standard, qu'on parle mettons, une carte AGP GeForce 4200. C'est très lent, les paramètres avancés de vidéo ne sont pas inclus là-dedans. Donc, pour un usage de bureau, un usage familial, c'est bien. L'appareil, le eCube, lui, peut avoir une carte vidéo supplémentaire, ce qui est avantageux pour la personne qui va vouloir jouer, par exemple. Oui, parce que bon, toi, tu as fait le test justement avec une GeForce 4 4200, ouais. Et là, les performances sont au rendez-vous. Je veux dire, on voit, c'est beaucoup plus puissant. Les performances d'un petit appareil comme ça, du petit eCube, sont l'équivalent, avec une carte vidéo performante, à l'ordinateur référence, qui était un Athlon 1800 XP. Aucune différence de performance entre les deux appareils. Donc, le eCube est vraiment technologiquement avancé. Et tu le sais à ce moment-là avec des jeux vidéo et des jeux quand même assez exigeants au niveau de l'engin 3D. On utilise Comanche, on utilise Flight Simulator 2002, Unreal Tournament, Ghost Recon. Les performances sont similaires à un gros PC. Ensuite, tu as fait des tests avec PCMark 2002 qui, lui, va tester un peu le processeur, la mémoire, le disque dur. Faut le dire là-dedans, le processeur qu'on peut mettre, c'est assez varié. Hein? On peut. Les appareils, généralement, peuvent mettre le Pentium 4. 478 broches avec le frontside bus à 400 MHz. On n'est pas encore rendu au hyper threading, seulement la nouvelle 3e génération va pouvoir le permettre. L'appareil est quand même très performant à ce niveau-là. Le chipset, c'est un chipset VIA qui est quand même relativement stable. Et étant donné la petite taille de la carte mère, tous les processeurs, les jeux de circuit sont très près du processeur, donc les transferts se font rapidement. Donc très performant. PCMark le fait remarquer entre l'ordinateur test Athlon et l'ordinateur eCube qu'on a ici, qui est un Celeron 1700, aucune différence de performance. C'était assez équivalent. C'était très équivalent. Oui. Il faut peut-être le mentionner, on a parlé, on peut mettre un processeur Intel là-dedans. On peut mettre un processeur AMD si on voudrait. C'est exact. Si on voulait, sauf que le problème avec AMD, c'est que ça chauffe un peu plus. Donc, ce serait peut-être plus risqué d'en mettre. Les Athlon, c'est des processeurs, on sait qui chauffent. Ou même les Durons. Ou même les Durons. Avec le Celeron qui était dans cet appareil-ci, on a atteint 36 degrés de température. Test de torture 46 à 58 degrés. C'est quand même correct. Oui, mais c'est un Celeron. Fait que si on imagine un AMD dans cette boîte-là, avec les ventilateurs de cet appareil-là, ils sont pas tout à fait encore à la fine pointe pour la chaleur. L'AMD aurait chaud. Le bloc d'alimentation, on parle de 200 watts environ. Ça, c'est peut-être une limitation, mais ça dépend de ce qu'on fait avec ça. Hein. La limitation pour le boîtier, le bloc d'alimentation donne environ 200 watts. C'est suffisant pour l'appareil parce que tout est inclus sur la carte mère. On ne passera pas de carte supplémentaire dans votre appareil. Le réseau est intégré, le son est intégré, donc pas besoin vraiment de courant. On alimente seulement la fente PCI, la fente AGP, qui vont demander peut-être un peu d'électricité. Mais à part ça, 200 watts pour un petit boîtier comme ça, c'est très, très suffisant. Sinon, on va devoir aller peut-être avec un hub USB externe avec son alimentation pour ajouter d'autres choses. Si on veut ajouter beaucoup de choses sur du USB, on n'aura pas le choix. Mais à la base, c'est une bonne idée qui mérite d'être explorée davantage pour Absolument, 2003, absolument, parce que c'est très bien fait, c'est peu encombrant. La machine en tant que telle va s'agencer n'importe où, n'importe quand. Donc, peut se transporter facilement. Oui, c'est un appareil qui peut être... Et avec un écran cristaux liquide, c'est très joli aussi. C'est sûr qu'avec un écran cristaux liquide, ça vaut vraiment la peine. Bon, merci beaucoup, Dominique. Merci, François. Maintenant, on va rejoindre Yves Larouche avec qui il va être question de gadgets qu'on peut installer dans notre ordinateur pour visionner la télévision. Bonjour Yves. Bonjour François. On va parler ensemble de synthénisateur télé, mais pas de la compagnie ATI qui est peut-être le roi et maître de ce monde-là, d'autres compagnies. Une d'elles, c'est LeadTech. Ils font un produit qui est quand même très concurrentiel. Oui, le WinFast TV 2000 XP. C'est un produit qui concurrence très bien les produits d'ATI. C'est très fonctionnel. Ça permet d'enregistrer, d'écouter la télévision, de syntoniser, de changer de poste. Et... c'est très facile. Si on regarde le produit comme tel, bon, c'est une carte PCI. Donc, ça nécessite une fente dans l'ordinateur de libre. Côté installation, fonctionnalité, c'est pas très compliqué à installer. N'importe qui a ouvert l'ordinateur une fois dans sa vie va être capable d'installer. Oui, c'est très facile. On ouvre l'ordinateur, on a une fente de libre, on installe la carte dedans, on installe le pilote et on est prêt à enregistrer et à écouter la télévision. Si on parle de la suite logicielle comme telle, quels sont les produits qui viennent avec ça, là?
Litech a deux produits de YouLi qui permet de faire du texte en 3D, qui s'appelle Cool 3D. Et on a un autre logiciel qui permet de faire d'édition vidéo, qui s'appelle Video Studio 6. C'est des logiciels très performants. Puis Litech a fourni un logiciel qui permet d'écouter la télévision, enregistrer les vidéos, faire du time shifting pour écouter des émissions, appuyer sur pause, puis continuer d'écouter où est-ce qu'on était rendu jusqu'à la fin. Il enregistre pendant qu'on écoute la télévision. Évidemment, parce que c'est une carte PCI, ça nécessite pas beaucoup de ressources du système, ça. Non, donc c'est très rapide. Quand on syntonise les postes, on change de poste, c'est très rapide. Quand on enregistre, ça enregistre immédiatement. On peut enregistrer en MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 aussi, avec des codecs. Ça fonctionne très bien, ça enregistre très rapidement, c'est en real time, puis ça va bien. Au niveau de la décompression MPEG, justement, il faut le dire, c'est logiciel, il n'y a pas de puce de décompression et tout le tralala, donc c'est un petit peu plus lent, justement, si on a des très très longues séquences. Oui, c'est ça. Tout est logiciel. Il installe aussi des codecs. Quand on veut écouter des vidéos en MPEG 4, il installe un codec pour Windows Media Player. Donc, dans Windows Media Player, on peut écouter nos vidéos qu'on a enregistrées préalablement là, avec la carte. De plus en plus de personnes ont des lecteurs DVD vidéo, des graveurs CD à la maison, donc ils ont intégré des fonctionnalités pour écouter ce qu'on écoute à la télévision ailleurs, finalement. Avec le logiciel de YouLi, on peut créer des MPEG, faire des montages et graver directement en VCD ou en SVCD. On peut utiliser aussi les logiciels qui viennent avec les graveurs comme Nero ou Easy CD Creator, exactement. On peut faire des VCD avec ces logiciels-là. C'est une solution d'environ une centaine de dollars. Il y a des modèles avec syntonisation radio, pas de syntonisation radio, mais toujours autour de ce prix-là. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant là, pour le prix. Oui, exactement. C'est très abordable, puis c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On peut écouter la télévision en full screen, c'est très fluide. Ça va très bien. Et même si on est sur Internet Explorer, on peut mettre une petite fenêtre pour écouter la télé. Exactement. On peut avoir une petite fenêtre dans le coin en bas qui dérange pas trop, mais qui nous permet d'écouter nos émissions favorites. On peut écouter notre game de hockey pendant qu'on navigue sur Internet, puis on peut voir toute l'action qui se passe, on manque rien. Là. Donc, Pinnacle est une autre compagnie dans le domaine de l'audio-vidéo qui a des solutions internes, externes, mais on a regardé une solution externe pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut avoir dans ce domaine-là. Alors, c'est quel modèle qu'on a regardé? C'est le PC TV Deluxe, qui est un modèle externe de Pinnacle. C'est un module de capture et de syntonisation avec la compression MPEG matérielle, MPEG 1 et MPEG 2. C'est un petit peu plus dispendieux, sauf que vu que c'est matériel, c'est meilleur. Là, il faut le dire tout de suite, parce que c'est une solution USB. Hein, aujourd'hui, des solutions USB là, pour n'importe quel type de produit, on en a énormément, mais là, il faut faire attention parce que ça a un petit inconvénient. Hein. Ben, c'est sûr. Quand on a plusieurs items USB, ça prend beaucoup de ressources, premièrement. Puis, c'est pas nécessairement les meilleures parts. C'est quelque chose qui est bon pour être général. C'est bon si on veut installer facilement quelque chose et rapidement. Sauf que si on travaille beaucoup avec ce genre d'item-là, c'est moins bon. Ça va prendre beaucoup plus de ressources, donc c'est moins intéressant. Là. Mais peut-être le préciser, l'alimentation, elle, ne tire pas là, son énergie à travers l'ordinateur ici. Ouais. Pour le syntonisateur Pinnacle, on a une prise secteur pour le syntonisateur lui-même. Donc, il ne prend pas le jus du USB. On se mentionnait qu'il y avait des connexions là, à l'avant de l'appareil. On peut brancher quoi là-dessus? On peut brancher une caméra ou on peut brancher un lecteur DVD ou un lecteur vidéo, un magnétoscope. Donc, toute source vidéo pratiquement qui existe aujourd'hui, que ce soit composite, S-vidéo, ça peut rentrer là-dedans. Et on peut les utiliser avec les logiciels qui sont fournis. Quels sont-ils? Pinnacle est fourni avec un logiciel pour écouter la télévision, donc syntoniser, changer de poste. Ils fournissent aussi le PCTV Studio en version démo pendant 1 mois, qui permet de faire de l'édition vidéo avec des transitions. Il y a beaucoup de transitions dans le logiciel qui est très intéressant, sauf qu'il est seulement pour 1 mois. Donc après ça, il faut l'acheter si on veut continuer à travailler avec. Au niveau du logiciel, justement, de syntonisation, de capture, tout ça, parce qu'on a un décodeur MPEG 2 matériel, est-ce que ça rend la chose plus facile ou parce que c'est USB, justement, c'est plus lent quand on change de poste? Hein? Le matériel est certainement intéressant, sauf que, comme tu dis, vu que c'est USB, c'est un petit peu plus lent. Quand on change de poste, ça prend peut-être 1 seconde avant de changer de poste. Quand on enregistre, il faut prévoir peut-être 2-3 secondes avant qu'elle se mette à enregistrer. Même chose quand on arrête, il faut attendre 2-3 secondes avant que l'enregistrement soit arrêté complètement. Mais si on a à travailler avec les vidéos, faire un petit peu de montage, là, l'aspect des compressions MPEG 2 matériel va être intéressant. Oui, c'est intéressant pour ce côté-là.
Donc, en résumé, c'est quand même deux produits qui t'ont intéressé, qui vont convenir là, aux clientèles qui ont soit besoin de produits simples à installer, soit d'un produit qui est peut-être plus versatile. Exactement. D'accord, ben merci. Ça fait plaisir. Cette portion d'émission vous est présentée par Camelot Info, la plus importante chaîne de librairies spécialisée en informatique au Canada. Les librairies Camelot Info offrent des livres en informatique et en gestion, des logiciels et des jeux. Camelot Info offre aussi un service de livraison rapide et gratuit via le site transactionnel camelot.ca. Informations additionnelles, Camelot Info, Montréal, Laval, Québec, www.camelot.ca. Nous allons commencer ce segment sur les logiciels québécois avec Nicolas Aymon, qui est fondateur de Mine Multimédia, une société qui a développé divers logiciels, dont AmiWeb, qui en est à sa 3e version. On va parler de cette nouvelle version avec Nicolas Aymon. Bonjour Nicolas. Bonjour François. Alors, ce logiciel-là, c'est destiné à une clientèle assez particulière, les parents qui ont peut-être des enfants soucieux de ce que leurs enfants vont aller voir sur Internet. Exactement. Donc, lui, le produit s'adresse aux enfants de 4 à 11 ans. Ce qu'il fait, c'est qu'il va propulser les enfants vers les meilleurs contenus qui sont disponibles sur Internet, tout en les protégeant de certains dangers d'Internet ou certains sites inappropriés. Parce que plusieurs parents, eux, ce qu'ils font des fois, c'est qu'ils vont dire, bon, je vais confier Internet Explorer à mon enfant pensant qu'il n'ira pas nulle part de dangereux, et finalement, il se ramasse à toutes sortes d'endroits qu'on ne voudrait pas. Ben oui, c'est souvent comme ça, puis malheureusement, les enfants ne veulent pas nécessairement se retrouver sur ces endroits-là, mais avec des outils de recherche commerciaux, souvent en tapant n'importe quel mot, on finit toujours par trouver une occurrence qui est conduite au mauvais endroit. Et d'autre part, c'est que le produit AmiWeb qu'on a ici est vraiment adapté, un environnement graphique adapté pour les enfants, donc c'est beaucoup plus simple à comprendre et à utiliser à ce moment-là. Si on regarde la version 3.0 là, qui vient de paraître, il y a eu quand même des modifications importantes au niveau du logiciel comme tel. Oui, il y a plusieurs modifications. Celle qui est la plus apparente, c'est l'interface qui a été redessinée en partie. Et on a ajouté 2 catégories. Donc, on a maintenant 6 catégories qui représentent tous les domaines du monde, si on peut dire, à partir des sports, des sciences, des jeux d'apprentissage, etc. Donc ça, ce sont des ajouts importants. D'autre part, le produit est totalement multilingue maintenant. Donc, c'est donc dire que peu importe dans quelle langue j'ai installé le produit, je peux passer en allemand, en espagnol, ou en anglais ou en français en un clin d'œil. Donc, si les parents sont intéressés à ce que leurs enfants apprennent des fois 2 ou 3 langues, d'avoir cette fonctionnalité-là, ça peut les intéresser. Tout à fait. Et un aspect intéressant, c'est que lorsque je change de langue, les sites ne sont pas nécessairement les mêmes. Ouais. Donc, un site qui est disponible en français ne sera pas nécessairement en allemand. Donc, ce qui est intéressant, ça amène une variété aussi ça permet de rencontrer d'autres cultures à ce moment-là. Si on regarde les sites, par exemple, qu'on peut consulter, il y en a beaucoup. Et comment on en arrive à ce résultat-là? Est-ce que c'est des enfants même qui vous font des suggestions? Tout à fait. D'abord, il y a des recherchistes qui font constamment de la recherche pour trouver les meilleurs sites disponibles et selon des critères qui ont été établis avec les années. Mais il y a aussi des enfants qui nous demandent des sites parce qu'ils font des travaux scolaires. Ça peut être sur des animaux, il y en a énormément. Ça peut être sur le Moyen-Âge, les chevaliers ou peu importe les sujets, les océans. Fait que nous, ça nous inspire beaucoup. Ça nous permet de donner vraiment aux enfants ce qu'ils veulent avoir maintenant, là, à ce moment-là. Okay. Et ça vous a amené à ajouter des sous-catégories là, dans vos catégories, les 6 principales. Oui, effectivement. Ça, c'est un premier pas vers, si on veut, la restructuration des sites pour faciliter la recherche. Donc, effectivement, je peux me rendre dans la science, nature, puis m'en aller vers les animaux ou vers la géographie, par exemple, ce qui est beaucoup plus simple pour les jeunes enfants de se retrouver à ce moment-là. Parce que pour une prochaine mise à jour d'AmiWeb, vous allez vraiment travailler l'aspect base de données, recherche. Là, hein? Oui, c'est ce qu'on veut faire. Donc, c'est le premier pas vers l'outil de recherche sécurisé qui va chercher justement dans une banque de sites qui va être beaucoup plus vaste à ce moment-là, donnant encore plus de choix aux enfants. Là. Parce que, exemple, si vous référencez un site sur un sujet quelconque, je sais pas, mettons Mixmania, qui est un sujet très populaire au sujet des jeunes, et que ce site-là est hébergé sur un fournisseur gratuit, et des fois, on peut, en changeant l'adresse, tomber sur des sites qui sont peut-être pas plaisants pour les enfants. Là. Ça pourrait arriver, quoique le système de sécurité a été conçu justement pour éviter ce genre de problème-là. OK. Là, évidemment, avec la version 1, 2, qui était publique, qui était gratuite, vous avez pu faire connaître votre produit. Maintenant, vous allez arriver avec une version qui est commerciale. Alors, comment ça fonctionne là, si on désire se procurer le produit? Alors, les gens peuvent se le procurer de différentes façons. La façon la plus simple, c'est de passer par notre site. Donc, ils peuvent procéder à une transaction en ligne directement. Et il y a plusieurs détaillants ici au Québec et sur d'autres territoires qui revendent le produit, soit en magasin ou par des organisations ou associations, pour les gens qui préfèrent payer par chèque ou autrement à ce moment-là. Mais plutôt que d'acheter que le produit, c'est un abonnement. Donc, s'il y avait d'éventuelles mises à jour, je présume qu'on va en bénéficier. Tout à fait. Alors, c'est ce qui simplifie beaucoup la procédure, c'est que tous les contenus sont mis à jour constamment et les nouvelles versions aussi sans frais supplémentaires. Et tout ça pour moins de 50 $ par année? Exact. Ben, Nicolas Aymon, merci beaucoup et félicitations. Merci, François.
Je vais maintenant vous présenter une collection de logiciels québécois faits par Cogniscience, qui se spécialise dans les logiciels éducatifs. Et ceux qu'on va regarder permettent d'améliorer son français. On commence tout de suite avec Feu vert. Regardez ce qui suit. Feu vert est un logiciel qui permet à l'utilisateur de mesurer ses habiletés en grammaire, en syntaxe et en orthographe, tout en lui suggérant des ressources didactiques d'autocorrection adaptées à ses difficultés. Plus particulièrement, Feu vert s'adresse à des utilisateurs de niveau collégial éprouvant des difficultés dans la maîtrise du français écrit, ainsi qu'aux pédagogues intervenant auprès d'eux. Feu vert a d'abord été conçu pour répondre aux besoins exprimés par les intervenants des centres d'aide en français des institutions d'enseignement collégial. Le logiciel comporte un test général qui dresse à l'utilisateur un portrait rapide de ses points forts et de ses points faibles, de même que 13 tests spécifiques qui lui proposent une démarche diagnostique plus approfondie. Les résultats d'un test sont livrés à l'utilisateur sous forme d'indications simples, feu rouge, feu jaune ou feu vert, l'informant ainsi de son degré d'habileté dans les secteurs linguistiques concernés. Il ne lui reste plus qu'à se procurer les ressources suggérées en les achetant ou en se les procurant dans les bibliothèques pour travailler à améliorer ses habiletés linguistiques. Cette démarche lui appartient. Ceux qui souhaitent aller de l'avant trouveront les suggestions de feu vert pertinentes. Par exemple, si vous éprouvez des difficultés à accorder le participe passé d'un verbe pronominal suivi d'un infinitif, Feu vert vous suggérera de lire une page précise de la Nouvelle grammaire française de Maurice Grévis et André Gouze. Le logiciel Quand le texte file doux a pour but d'aider l'utilisateur dans la lecture et la rédaction de textes en le rendant sensible aux éléments qui assurent la cohérence textuelle, puis en le rendant apte à intégrer ces éléments dans ses propres textes. En effet, dans la lecture d'œuvres littéraires, le sens est fonction de multiples phénomènes linguistiques. Un élément ne s'interprète pas détaché de l'ensemble. Un texte est plus qu'une suite linéaire de caractères ou de mots. Quand le texte file doux comporte 3 modules distincts. Dans le premier module, appelé « Sensibilisation », les principes qui créent la cohérence textuelle sont expliqués. L'organisation de l'information, la reprise et l'ajout d'informations nouvelles non contradictoires et la progression de l'information. Des textes d'auteurs témoignent à la fois de l'intérêt et du fonctionnement de ces principes. Dans le module Lecture et repérage, en intervenant directement dans 20 textes d'auteurs, l'utilisateur apprendra comment ces règles d'organisation, de cohésion et de progression se construisent. Le troisième module, appelé Réécriture, propose d'observer, de restaurer et d'améliorer les éléments qui marquent la cohérence dans un texte. Ceux qui sont étrangers au concept abordé dans ce logiciel pourront imprimer le petit fascicule de rappel théorique inclus et consulter un glossaire qui donne accès rapidement à la définition des notions. Ainsi, les articulateurs logiques, spatiaux ou temporels n'auront plus de secret pour vous. Que la phrase se rhabille a pour but d'amener l'utilisateur à la pleine maturité syntaxique en le rendant capable, au besoin, d'exprimer sa pensée par des phrases riches d'idées et stylistiquement variées. Le logiciel laisse la plus grande part à l'apprentissage pratique et propose une stratégie simple d'allongement de la phrase. Pour écrire une phrase dense, c'est-à-dire qui exprime plusieurs idées, il suffit d'ajouter ces idées à des noms ou à la phrase minimale au moyen de formes syntaxiques bien choisies. C'est bien connu, l'une des tâches les plus complexes en rédaction française est sans contredit la construction des phrases. Devant la difficulté, on peut être tenté d'opter pour la phrase courte en espérant éviter ainsi bon nombre d'erreurs syntaxiques. Une telle pratique donne naissance à des phrases pauvres, sans densité, au rythme égal et monotone, véhiculant parfois même une pensée sans richesse. Vous ne le saviez peut-être pas, mais une phrase adulte compte en moyenne 25 mots. Dans le logiciel, la syntaxe est abordée en s'inspirant largement de l'esprit de la Nouvelle grammaire. D'une manière dynamique, une véritable stratégie de mise en forme des idées y est enseignée en accordant la meilleure part aux exercices, soutenus par un minimum de connaissances théoriques claires et suffisantes. Enfin, le logiciel La ponctuation danse avec la phrase permet non seulement d'apprendre et d'appliquer les principales règles de la ponctuation française, plus particulièrement les règles de la virgule, du point-virgule et du deux points, mais également de comprendre les perturbations syntaxiques qui rendent nécessaires les signes de ponctuation. En effet, comme l'auteur l'explique, c'est la structure de la phrase qui commande l'emploi des signes de ponctuation, c'est-à-dire que la ponctuation accompagne le mouvement de la phrase et, d'une certaine manière, danse avec elle. Puisque la ponctuation est étroitement liée au rythme et au style de la phrase, le logiciel explique les 4 grands principes de la ponctuation. La ponctuation danse avec la phrase est donc construite autour de 4 modules, reprenant les perturbations syntaxiques telles le déplacement, l'addition, la soustraction et l'enchaînement, qui rendent nécessaires les signes de ponctuation.
Fait intéressant, des textes de chansons québécoises sont mis en mouvement pour expliquer et illustrer les principes de la ponctuation. Certains proviennent de Michel Rivard, Jean-Pierre Ferland, Richard et Marie-Claire Séguin ou encore du groupe Dogmatique. Au début de chacun des parcours, une présentation animée permet d'étudier le rôle de la ponctuation pour marquer chaque mouvement syntaxique. Ensuite viennent les exercices simples qui permettent d'apprivoiser certaines notions de base, puis les exercices avancés qui permettent de les approfondir, et enfin les exercices de style, une série de casse-têtes où il s'agit de reconstituer des phrases d'auteurs connus et de les ponctuer correctement. Tous ces logiciels sont parus au cours des 3 dernières années et se détaillent moins de 40 $. Ils sont tous désignés pour les établissements scolaires, mais pourraient porter secours à ceux qui ont à cœur la langue française. Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour améliorer son français écrit et que la maîtrise de cette langue est un atout pour ceux qui devront la manier sur le marché du travail. Un rapport, une lettre ou un simple courriel fait beaucoup plus d'effet lorsqu'il est bien écrit. Cette portion d'émission vous est présentée par Info Unique, le détaillant en informatique, en électronique et le centre de services de la région de Québec, qui depuis plus de 12 ans mérite la confiance des particuliers et des entreprises. Info Unique, un partenaire de choix pour vos besoins de la nouvelle ère digitale. On termine ce segment sur les logiciels québécois avec Nicolas Ross, qui a essayé des logiciels de la compagnie Exacto, qui sont conçus pour passer le temps. Alors, bonjour Nicolas. Bonjour François. Et ils font passer beaucoup de temps si on s'y accroche. Hein? Effectivement. La compagnie Exacto faisait des logiciels qui étaient pour les organisateurs personnels au début, mais là, ils ont diversifié leurs activités. Effectivement, on en a parlé un peu à l'automne. Il avait fait des logiciels et des jeux, surtout pour les Pocket PC et les Palm. On avait parlé justement du jeu Limonade, qu'on va parler dans quelques instants, qui était à ce moment-là juste pour Pocket PC. Maintenant, ils l'ont fait pour Palm et Pocket PC, et aussi des versions Windows de tous ces logiciels-là, et qui peuvent interagir ensemble. Et ils ont même fait une commercialisation, donc on peut retrouver ça dans les magasins, dans les jolies boîtes. Oui. Là, on a la version PC, Pocket PC et Palm en même temps, et on peut faire interagir nos différentes versions. Là. Effectivement, c'est une nouveauté. Là. C'est ça qui est plaisant, c'est qu'on a la version PC sur notre ordinateur de table à la maison. On joue des heures durant parce qu'on a du temps à perdre la fin de semaine. Puis on transfère à ce moment-là nos parties sur notre organisateur personnel. Puis à ce moment-là, ben, lorsqu'on a des réunions qui sont endormantes ou des temps à tuer au bureau, ben, on continue nos parties. Ou des emplois carrément ennuyants où on a beaucoup de temps à tuer. Effectivement. D'accord. Parce que là, évidemment, les gens vont rire de nous. Dire, transporter sa partie sur le Pocket PC. Il n'y a personne qui fait ça. Mais il y a un intérêt parce que des fois, on commence, il y a certaines parties comme Limonade ou Mahjong, ça peut durer très longtemps. Oui, effectivement. Là, comme le jeu Limonade, on démarre une carrière, ni plus ni moins. Fait que ça peut durer là, des mois et des mois. Là. OK. On va commencer avec le premier titre qui est The Emperor's Mahjong. Bon, le jeu de Mahjong, c'est un ancien jeu chinois de tuiles où on fait des combinaisons. Ils ont adapté ça, là. C'est très bien fait. Oui, c'est fait effectivement là, pour Windows. C'est un jeu qui date là, de plusieurs millénaires. Là, puis c'est un jeu de patience où il faut enlever des tuiles qui sont semblables. Il y a plusieurs modes de jeu. Il y a le jeu défi où on doit à ce moment-là enlever un certain nombre de tuiles dans un certain nombre de temps. Et on doit comme ça compléter chacun des tableaux pour finalement arriver au défi de l'empereur, puis vraiment être proclamé empereur. Bon, on a un mode 1 joueur, 2 joueurs. On peut aussi également construire ses propres niveaux. Il y en a déjà plusieurs là, de proposer. En fond, c'est des arrangements de tuiles qui sont différents. Là, qui sous différents thèmes, là, comme les thèmes des arts martiaux, de l'astronomie chinoise, etc. Quand on le transporte sur l'organisateur personnel, évidemment, d'habitude, une partie de Mahjong, on a une centaine de tuiles environ. C'est petit là-dessus. Là, hein? Oui, quand on se retrouve sur un organisateur personnel, par exemple, de type Palm, où on a 160 pixels par 160 pixels à l'écran, afficher 144 tuiles là-dedans, c'est très petit. Et donc, ça prend un écran avec un bon contraste pour être capable de bien distinguer les tuiles, et ça prend aussi de très bons yeux. Et une bonne concentration pour durer, parce que dans le défi de l'empereur, à ce moment-là, il est très difficile de faire le tout dans un certain temps. Là. Effectivement. OK. Mais c'est pour les gens qui aiment les jeux de patience, c'est tout à fait... Ça remplace très bien le free cell. Tout à fait. Le deuxième jeu, c'est Lemonade Tycoon, donc le fameux jeu Limonade, qui est très prenant. Moi, je m'y suis fait prendre moi aussi. Alors, c'est assez amusant parce que, dans le fond, c'est le rêve de tous les enfants. À 5-10 ans, on devient entrepreneur, c'est ça. Puis, finalement, le but du jeu, c'est de vendre la limonade et de faire de l'argent. Fait qu'à chaque jour, on doit acheter son stock, on doit acheter ses citrons, ses cubes de glace, son sucre, puis les verres, tout ça. Puis, on doit entreposer ça. Puis, lorsqu'on commence, on a un tout petit kiosque. Et puis, à mesure qu'on avance dans le jeu, on peut s'acheter un plus grand kiosque. Donc, on peut entreposer plus de verres. Puis, lorsqu'on
lorsqu'on fait plus d'argent, on peut acheter des appareils comme un extracteur à jus ou une caisse enregistreuse ou une machine à faire des glaçons ou même le super gros kiosque en forme de citron là, qui, je suis sûr, va beaucoup pogner. Oui. Et évidemment, lorsqu'on doit vendre notre limonade, ben, il faut déterminer différents facteurs. Là. Exact. On doit déterminer le prix, on doit déterminer la recette, donc le nombre de citrons, la quantité de sucre qu'on met dans chaque pichet, puis on va déterminer le prix, comme je disais, mais en fonction de la température. La température va changer. Si une journée fait plus beau, on va vendre plus cher, on va mettre plus de glaçons, on va faire plus de profit. Une journée qui fait moins beau, ben là, on va plus être tenté de mettre peut-être un petit peu plus de sucre, un petit peu moins de glaçons, etc. Fait qu'on joue un peu avec ça, là, puis on... Il y a même inclus quelque chose de comique dans le jeu, c'est qu'on peut aller à la bourse de la limonade pour pouvoir se comparer aux autres joueurs. Exact, le Lemonade Stock Exchange qui nous permet de publier nos résultats. Et ceux qui sont dans les top 10, là, ils ont des actifs qui dépassent le 2 millions de dollars. Lorsqu'on a démarré avec 50 dollars, là, ils ont dû en passer des heures. Oui, ils ne doivent pas avoir trop de vie non plus. Hein, parce que c'est des jeux captivants, évidemment. Oui, tout à fait. Et sur Pocket PC, ben, on mentionne que c'est tout à fait jouable, c'est tout à fait agréable, c'est vraiment bien fait, là, sur Palm aussi. Le dernier, c'est une collection de 2 jeux. Donc, c'est Pops and Pipes et Slurp, qui sont des jeux qui rappellent plus des jeux de casse-tête comme Tetris. Oui, exactement. Pops Pipes, c'est un peu comme un jeu de Tetris. À ce moment-là, il y a des morceaux de tuyaux qui descendent à l'écran. On doit les placer pour connecter les tuyaux ensemble. Lorsqu'on en connecte 4, ils s'éliminent. Et lorsqu'on en connecte 4 en forme de rond, à ce moment-là, ça explose et ça fait exploser les tuyaux autour. Puis si on en fait des plus longs, évidemment, ça donne plus de points. Oui, et c'est vraiment simple comme jeu. Un peu plus simple. Ça prend quelques minutes et on comprend très bien le principe. C'est un peu difficile, par exemple, hein, au début. Oui, au début, là, je dois t'avouer là, que les premiers tableaux que j'ai faits, je me ramassais avec des piles assez hautes. Oui. Donc, aussi bien sur PC que Pocket PC et Palm, c'est tout à fait très bien, tout comme Slurp. Slurp, lui, c'est une variante, là. On doit accumuler des pièces, on a des flaques de couleur à l'écran, puis on doit aspirer les flaques de la même couleur qui sont collées. Puis plus les flaques sont grosses, plus ça fait des points. Évidemment, on peut faire des formes spéciales. Exact. Puis lorsqu'on se ramasse à la fin du tableau, qu'il nous reste seulement quelques couleurs, faut faire attention, puis aspirer les gouttes dans le bon ordre afin de finir le tableau, puis de ne plus avoir de gouttes à l'écran. Okay. Sur Pocket PC Palm, il y a peut-être un petit défaut parce qu'on peut jouer avec plusieurs couleurs différentes, mais c'est quoi ce défaut? C'est sûr. Surtout sur Palm, si on est dans la version noir et blanc, bien évidemment, les couleurs, on va avoir plus de difficultés à les distinguer. Mais si on est en couleur, ça prend peut-être un écran de bonne qualité. D'accord. Puis à une trentaine de dollars chacun, ben, c'est des bons petits jeux qui vont être aussi bien sur le PC que sur les organiseurs. Ouais. Donc, pour passer le temps. Exact. Merci, Nicolas. Ça fait plaisir, François. Nous, maintenant, on va vous présenter les créations de la semaine dans le cadre du segment Affichez vos pixels. Affichez vos pixels vous est présenté par le Centre national d'animation et de design. Au Centre NAD se côtoient depuis 10 ans les professionnels de l'imagerie numérique d'aujourd'hui et les artisans de demain. Ouvrez l'œil sur les informations professionnelles les plus complètes de l'industrie. Contactez-nous pour une visite guidée. Affichez vos pixels se veut une vitrine pour les artistes québécois de l'imagerie numérique. Voici les créations de la semaine. Pour obtenir des informations additionnelles ou soumettre des images, écrivez à l'adresse suivante. On va plonger un instant dans le segment des jeux. Il va être question en première partie de jeux PC, des jeux massivement multijoueurs comme The Sims Online, Ashland Call 2. On va aussi ensuite parler de jeux sur Game Boy Advance et sur GameCube, donc de jeux de Nintendo. On commence à l'instant. Pascal Simondet est un amateur de jeux en ligne, donc on a pensé lui faire essayer de Sims Online qui est paru juste avant Noël, ainsi que Ashland Call 2 de Fallen Kings. Alors, bonjour Pascal. Bonjour François. On va voir que dans un certain cas, ça a été pour toi une corvée d'essayer un de ces jeux-là, surtout de Sims Online. Commençons avec lui justement, parce que ça, c'est un jeu avec des prémices impressionnantes, hein, la série la plus vendue dans le monde. Ils arrivent avec un jeu en ligne, mais ça ne livre pas la marchandise, force est de constater. Tout à fait. Electronic Arts a fourni un jeu qui a été livré prématurément, vendu pour Noël principalement.
Alors, le jeu en tant que tel n'a pas été développé avec un grand souci du gameplay. C'est très décevant de ce côté-là. Pour les gens aussi, graphiquement, on pourrait s'attendre à une évolution quelconque. Absolument pas. C'est la même chose carrément. Et même que c'est encore pire que ce qu'on avait auparavant. Sur un ordinateur de qualité moyenne, on parle d'un Pentium 1200 environ. C'est très, très lent. Ça n'est vraiment horrible à ce point-là. Ouais, puis au niveau de la jouabilité, ils ont tourné les coins un peu ronds parce que dans The Sims, on avait une famille qu'on faisait évoluer, plusieurs Sims avec leur métier, leur fonctionnalité, tout ça. C'était amusant. Et là, en ligne, c'est un peu différent. Et c'est peut-être pas aussi amusant, justement. Tout à fait, parce qu'on arrive avec un système où on doit interagir avec les autres personnes. Alors, le système de The Sims Online n'avait pas été conçu pour ça auparavant. Alors, supposons qu'on parle du côté monétaire du jeu, qui est un aspect très important. Les gens aimaient développer leur maison pour acheter des meubles. On arrive dans le jeu. Alors, on veut développer notre personnage. On lui fait développer un niveau. Supposons, on pourrait parler de la créativité. Alors, on le fait s'asseoir devant un piano. Le personnage va jouer du piano jusqu'à temps qu'il doit passer sa créativité. Puis, par après, on peut faire de l'argent en allant s'asseoir devant un objet qui fait de l'argent. Et dans The Sims, ce qu'on faisait, c'est justement, on accélérait le temps. On peut jouer sur le contrôle du temps, dire, bon, alors apprends maintenant pour que dans 5 minutes plus tard, ils comprennent un peu comment jouer du piano. En ligne, c'est en temps réel, donc ça dure longtemps tout ça, là. Absolument, on peut pas accélérer le temps. Donc, on arrive pour faire de l'argent, on doit asseoir le personnage, cliquer sur le bouton et laisser aller pendant 5 heures jusqu'à temps qu'il ait envie d'aller aux toilettes. À ce point-là, là. Donc c'est pas si amusant que ça. Peut-être la chose la plus réussie du jeu, c'est l'aspect communication. Mais si on veut, on peut aller dans un canal de causerie avec IRC et on va avoir le même aspect, moins graphique si on veut. Tout à fait. Alors, on arrive pour communiquer avec les gens. On va utiliser plusieurs systèmes d'émotions pour communiquer ce qu'on ressent. À travers ça, c'est bien réussi, sauf que c'est en anglais 3/4 du temps. On n'a pas beaucoup de côté francophone. J'ai pu rencontrer seulement un Français jusqu'à l'instant. Pourtant, j'ai joué quand même assez. Et c'est très dommage de ce côté-là. On n'a pas vraiment de régions qui ont été créées spécifiquement pour les langues. OK. Ça fait penser peut-être à de Palace dans le temps, donc on est dans des environnements amusants et on peut échanger. Mais pour la jouabilité, il faudra peut-être y repasser, là, c'est tout à fait réussi. Aussi, la clientèle n'est pas la même, hein, parce que ça prend une carte de crédit pour jouer ou acheter des cartes de temps qui sont un petit peu difficiles à trouver. Donc, tu as remarqué que c'est pas tout à fait des jeunes qui jouent. Hein? Tout à fait. Donc, on arrive avec des gens qui ont la plupart du temps 18 ans et plus, et donc des réactions qui sont pas mal différentes de ce qu'on pourrait penser auparavant. Oui. Donc, s'il y a un lit, par exemple, le personnage va dire, bon, ben, viens-t'en, on va y aller tout de suite et ça va y aller comme ça. La version qui est un peu plus dispendieuse, qu'on appelle la Charter Edition, vient avec une carte de temps de 90 jours, donc 3 mois pour jouer, ainsi que des accessoires. Je pense que ça vaut la peine de les montrer, là, à quel point c'est du marketing rapide. Alors, on a un aimant pour mettre sur le frigidaire avec des personnalités et un super porte-clés gigantesque qui pourra va être détruit dans les prochaines minutes si jamais on le laisse entre les mains de quelqu'un qui est un petit peu costaud. On va passer maintenant à un jeu peut-être un peu plus intéressant qui est Ashland Calder de Fallen Kings. Donc, Ashland's Call, c'est une série de jeux de rôle massivement multijoueurs qui est un petit peu moins connue que les autres, mais qui a su aller attirer une certaine clientèle au départ. Comment est-ce qu'on parle à la deuxième édition par rapport peut-être à la première? Alors, ce qu'on peut dire, premièrement, c'est que du côté technique, c'est vraiment une grosse amélioration. Le graphisme est sublime. Je pense qu'on pourrait le comparer à Morrowind avec des meilleures animations pour les personnages. En plus, le côté réseau était beaucoup amélioré par rapport à la première version. Il y a beaucoup moins de lag. Ce qui est très décevant, par contre, pour les joueurs du premier tome, c'est le côté gameplay. Alors, on arrive avec un jeu qui a voulu intégrer plusieurs éléments de d'autres jeux massivement multijoueurs. On parle en particulier de EverQuest, Ultima Online, ou encore le premier tome d'Ashland Call 1. Le mix en tant que tel est moyennement réussi. Ça donne un jeu qui tire plusieurs parties de plusieurs jeux, mais qui n'est pas assez... Qui n'a pas de cohérence, dans le fond. Exactement. Donc, on a peu de cohérence entre les éléments. On arrive avec un jeu aussi pour développer chaque personnage. On a le choix entre 3 races de personnages. On arrive dans chacune des races et là, on peut monter le niveau de chaque personnage. Sauf qu'on est limité à la race qu'on a choisie. On ne peut pas aller prendre une compétence qui appartient à une autre race, ce qui est le contraire à Ashland Call 1. Donc, au départ, il faut peut-être choisir sa race, et là, on peut se tromper, recommencer, et finalement, pour trouver un personnage qui nous ressemble, c'est peut-être un peu plus difficile. Tout à fait. Si on parle du développement du personnage, par exemple, parce que ça, évidemment, un jeu comme ça, qu'on s'abonne pour jouer plusieurs mois, ça prend une bonne motivation, ça prend un intérêt, ça prend du temps aussi, évidemment. Qu'est-ce qui est intéressant de faire avec son personnage? Je pense que le côté intéressant par rapport à ça, c'est de pouvoir arriver au niveau 10 à faire des combats entre les royaumes. Donc, on peut donner allégeance en particulier à un seigneur dont on va nommer. Cette personne-là, ça va être un peu notre mentor dans le jeu. Elle va nous guider et au fur et à mesure, elle va nous amener à rentrer dans un royaume. Il y a 3 royaumes, donc correspondant aux 3 races, qui vont pouvoir combattre entre eux et faire des combats qui sont assez épiques, mais à la fois, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. OK. Évidemment, c'est un jeu qui va peut-être
déplaire un peu à ceux qui ont connu le premier Stronghold, comme on l'a dit, qui va peut-être aussi déplaire à ceux qui sont déjà habitués de Dark Age of Camelot, EverQuest ou autres jeux. Mais les néophytes, ceux qui comprennent pas trop là, ces jeux-là, vont peut-être trouver un intérêt à jouer. Hein? Tout à fait, c'est bien expliqué, le jeu est bien conçu. On a un tutoriel qui est très intéressant au début du jeu. Donc les gens qui rentrent pour la première fois dans un jeu massivement multijoueur vont trouver ça vraiment extraordinaire. D'accord. Bon, on peut peut-être le recommander. Pour jouer là, ces jeux-là environ par mois, on parle tout le temps d'investissement dans une vingtaine de dollars environ. Oui, et ce jeu-là est encore plus cher que les autres. Comparé à un jeu comme Dark Age of Camelot qui chargeait environ 15 $ par mois en canadien, on arrive avec un jeu qui nous charge 20 $ par mois plus les taxes. Donc on nous charge en canadien carrément, vu que c'est fait par Microsoft. OK. Merci beaucoup, Pascal Simon. Ça fait plaisir. Maintenant, on va vous présenter un reportage de Contournement à l'extérieur avec Daniel Lucchesi. Il va être question de jeu Game Boy Advance. Cette portion d'émission vous est présentée grâce à la collaboration de Dream City, le centre multimédia. Salle de jeu en réseau, simulateur de course, Internet haute vitesse, le tout dans une ambiance du tonnerre. Maintenant, 2 centres pour faire éclater vos sens à Sainte-Foy et à Beauport. Dream City, mon monde. Bonjour Daniel. Bonjour François. On va parler ensemble de jeu Game Boy Advance parce qu'il en est sorti passablement ces derniers mois. On va commencer avec un jeu très surprenant, Super Monkey Ball Jr. Oui, Super Monkey Ball, c'est un jeu de puzzle qui est sorti sur GameCube. Puis là, on a fait une version Game Boy Advance et puis c'est super satisfaisant. C'est un jeu qui est bien amusant. Le concept, c'est que vous êtes un petit singe qui est placé dans une petite boule et puis vous roulez dans les niveaux. C'est des niveaux qui sont en 3 dimensions. Donc, vous vous promenez, vous devez ramasser des bananes pour finalement arriver à un point d'arrivée dans un temps limite. Et c'est quand même un bon challenge là, parce qu'au niveau de la difficulté, il y a 3 niveaux, plusieurs niveaux et il y en a de la viande dans ce jeu-là. Oui, donc même les débutants vont avoir un petit peu de difficulté au début avec l'engin, étant donné que quand on penche d'un côté, c'est l'écran au complet qui vire. Mais sinon, là, il y a des modes advanced puis pour les intermédiaires aussi. Et puis, oui, il y a un bon challenge, là. Mais il y a des récompenses aussi, par contre. Oui, parlons-en de ces fameuses récompenses-là. Une fois qu'on passe plusieurs niveaux, qu'on accumule des points, qu'est-ce qu'on peut débloquer dans ce jeu? Bien, il y a plusieurs mini-jeux qu'on peut acheter avec des play points, que ça s'appelle. Donc, on gagne des points à mesure qu'on progresse dans le jeu. Donc, avec ces points-là, on achète des mini-jeux. Donc, il y a un jeu de quilles. Donc, vous êtes le petit singe dans la boule et vous devez faire tomber les quilles. Il y a un jeu de golf. Il y a un jeu où vous pouvez vous battre avec un de vos amis en multijoueur, en branchant 2 Game Boy Advance ensemble. Et c'est là que ça devient aussi bien intéressant. Si on parle des contrôles, parce qu'évidemment, sur GameCube, on avait des contrôles analogiques, donc 8 directions avec toutes sortes de degrés de précision. Sur Game Boy, on est limité à peu près à 8 directions, mais pas d'analogique. Alors, comment ça se compare? Mais c'est bien fait. Moi, je trouve qu'ils ont réduit ça vraiment au plus simple. Donc, avec les directions, on se promène, mais c'est assez fluide, là, je vous dirais. Il n'y a pas de grosse différence avec le bâton analogique et les directions du Game Boy Advance. D'un point de vue technique, est-ce que c'est un jeu qui est à la hauteur? Oui, c'est un jeu qui est très beau. Le petit engin 3D est bien intéressant et puis j'ai hâte de voir s'ils vont faire une suite. Si on parle justement d'un jeu qui a eu plusieurs suites sur différentes consoles, dont la PlayStation évidemment, c'est Lunar. Et là, on a Lunar Legends qui est sorti sur Game Boy Advance. Donc, un jeu de rôle, peut-être situer les gens qui ne connaissent pas cette série-là. Oui, ben Lunar Legends, en fait, Lunar, c'est un jeu qui est sorti au Saturn il y a une dizaine d'années, là, je dirais. Donc, c'est sorti sur Saturn. Et ensuite, on a fait un jeu PlayStation. Donc, on a fait un remake de ce jeu-là. Et là, ça s'en vient sur Game Boy Advance. Et c'est le même jeu qu'au PlayStation, à quelques exceptions près. Et quel genre d'univers, quel genre de personnage on incarne? On est un peu dans un monde médiéval. Vous jouez le rôle d'un petit héros qui essaie de suivre la trace d'un grand champion qui a vaincu tous les méchants de la Terre, finalement. Et ce qui est intéressant avec la version Game Boy Advance, c'est que l'engin graphique a été complètement retouché. Donc, on n'a plus les petits graphismes du Sega Saturn. Donc, ça a été complètement refait. On a de nouvelles scènes animées. Donc, c'est très, très, très bien fait. Donc, je comprends bien que c'est un remake d'un remake. Alors, je présume que au niveau du système de combat, système de magie, de personnages, c'est encore la même chose. Comment c'est? C'est encore la même chose. Donc, comme dans tous les RPG, vous avez les actions principales. Par contre, on a rajouté des nouveautés comparé à la version de PlayStation. Donc, on a rajouté le mode limite. Donc, à mesure que vous encaissez des coups, vous avez une jauge qui augmente. Et quand elle est pleine, ben, vous déclenchez une attaque plus forte, finalement. Je présume qu'encore une fois, c'est des phases d'exploration, de combat, puzzle. C'est un jeu qui est quand même assez long aussi. Hein? Oui, c'est un jeu qui vous requiert environ 25-35 heures. Là, donc, c'est les joueurs les plus ardus là, qui vont le terminer. Si on passe dans un autre univers, celui des jeux de combat,
Alors, on en a eu quelques-uns là, dernièrement sur Game Boy Advance. La série Street Fighter, on en a eu plusieurs parce que c'est une série très très longue. Le dernier, c'est Street Fighter Alpha 3. Oui. Alors, que dire de celui-ci? Ben, Street Fighter Alpha 3, c'est un jeu qui est assez intéressant comme les autres. Et on rajoute pas souvent des grosses nouveautés, mis à part les personnages. Donc là, on a 31 personnages à choisir, ce qui est énorme. Donc, vous pouvez faire les quêtes de chaque personnage. Donc, vous vous battez contre tous les combattants jusqu'à temps que vous atteigniez le règne de champion. Donc, vous pouvez affronter aussi vos amis encore en ligne cable. Donc, vous branchez deux Game Boy Advance ensemble. Vous confrontez vos amis. Vous avez les modes compétition, comme d'habitude, où vous progressez. Et vous avez différents niveaux de difficulté dans Street Fighter Alpha. Là, ça peut aller jusqu'à des difficultés extrêmes. Que dire au niveau de l'engin graphique, des animations, est-ce que c'est réussi? Ben, ceux qui ont joué au Super Nintendo vont très bien se retrouver. C'est environ le même engin, là, je dirais. L'animation est aussi fluide. C'est pas encore au point, par contre, je dirais. Si on compare aux versions de PlayStation qui sortent là maintenant. Dans un autre ordre d'idée, il y a beaucoup de jeux de plateforme, des rééditions qu'on a vues sur Game Boy Advance, surtout des Mario, et ça, les gens sont peut-être un petit peu lassés de ça. Alors, la série Crash, Crash Bandicoot existe sur Game Boy Advance. Il y a déjà 2 épisodes qui sont sortis. Si on parle peut-être de cette série-là en général, qu'est-ce que ça dit sur Game Boy Advance? Ben, cette série-là, s'il y en a qui connaissent pas ça, je pourrais vous dire que ça ressemble vraiment à Donkey Kong Country, ceux qui ont joué à ça. C'est un jeu qui est de plateforme de côté, en simili 3D, je dirais. Là. Donc, c'est entre la 2 dimensions et la 3 dimensions. Vous avez des niveaux parfois qui sont faits en 3 dimensions. Donc, vous vous faites courir après par un requin et vous êtes tiré, vous êtes en ski nautique. Donc, c'est assez intéressant. Ils ont rajouté des petites choses, mais ça ressemble beaucoup aux 2 dernières versions du Game Boy. Là. Donc, c'est un jeu qui est très coloré parce que, évidemment, qu'on l'avait connu sur toutes les autres consoles avant, en 2D par rapport en 3D, si on veut, là, c'est encore satisfaisant. Oui, et en plus, c'est un jeu qui est vraiment facile. Donc, les petits-enfants qui aimeraient ça essayer un jeu pour la première fois, donc la difficulté progresse. Donc, au début, vous n'aurez pas vraiment de problème. Et puis, ça progresse. Ceux qui sont bons vont réussir à se rendre jusqu'à la fin. Si on aime les jeux de sport, Virtua Tennis existe sur Game Boy Advance depuis quelques mois. On en parle parce que c'est quand même un jeu très intéressant là, qui est très fidèle là, aux versions qu'on a connues sur Dreamcast et PlayStation 2. Oui, ben les jeux de tennis commencent à être de plus en plus populaires, on remarque. Le jeu de Game Boy Advance, c'est en fait la même version que ceux qu'on peut voir sur PlayStation 2. Mais on rapetisse les performances finalement, là, étant donné qu'on est sur un petit appareil. Mais c'est très bien. Vous pouvez jouer à 4 avec vos amis, ce qui est très intéressant. Et vous avez le mode de compétition, comme dans tous les jeux de tennis, où vous devez devenir le meilleur au monde. Et même le World Circuit, où on retrouve entre autres des petites activités parallèles. Oui, exactement. D'accord. Ben, merci Daniel. Je te remercie. On va continuer à parler de jeux Nintendo, mais cette fois-ci avec Philippe Carrier de hardgamers.com. Bonjour Philippe. Salut François. Nintendo est dans une situation un peu inhabituelle qu'ils n'ont pas connue souvent, à savoir être dernier dans les ventes, parce que c'est ce qui est arrivé, les chiffres de vente ont été publiés et Microsoft est en avant, surprise. C'est bien le cas. Ça fait 3 consoles que Nintendo est premier ou deuxième avec Sony. Et pour la première fois en Amérique, ils sont 3e en Europe aussi. C'est peut-être là la surprise. Il était quand même très fort en Europe. Il y a seulement au Japon que ça va bien finalement. Oui. Et évidemment, ça, c'est parce que Microsoft a été très agressif, beaucoup plus que Nintendo de son côté. Et ça a fonctionné, la stratégie de Microsoft jusqu'à présent. C'est le cas avec le lancement du jeu en ligne qui a vraiment bien été. Les jeux sont de qualité. Les gens se sont intéressés à ça. De toute façon, l'Xbox était conçu pour ça. Avec un bundle qui était quand même bien lancé pour la période des fêtes avec 2 jeux gratuits. C'était pas un rabais, là, c'était 2 jeux de Sega. Je pense que les joueurs ont embarqué et Nintendo a peut-être pas fait autant pour essayer d'attirer les joueurs. Oui, et Nintendo, là, va devoir faire mieux et on sait qu'eux aussi sont au courant de cette situation-là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire là, pour améliorer la situation? Bon, alors, il y avait un bundle avec un rabais sur un jeu. Alors là, ça va être un peu mieux. Ça va être un jeu gratuit et les meilleurs jeux de Nintendo. Alors, Star Fox, Resident Evil 0, Metroid. Alors, les joueurs vont pas s'acheter une console avec un bon jeu. Et ça, c'est très prochainement. Tout comme le lancement du Game Boy Advance SP, donc une réédition du Game Boy un peu plus mature comme look, là, donc avec un écran rétroéclairé, donc des critères le plus exigeants pour les gens qui aiment ces appareils-là, avec l'écran repliable, tout ça, et surtout les Pokémon qui vont venir. Mais ça, c'est peut-être pas pour les plus vieux. Donc, Nintendo va peut-être se replacer sur la bonne route à ce moment-là parce que c'est un gros pari, ça. Ils ont du retard à rattraper, puis je sais pas si c'est assez tôt ou trop tard, mais en tout cas, cette année, il va falloir que ça bouge. OK. Une des franchises sur lesquelles Nintendo mise, parce que bon, ils nous ont fait revivre Super Mario, Metroid, Star Fox dernièrement. La 4e pierre angulaire, c'est Zelda.
Et ça, c'est le gros risque qu'ils prennent là. Effectivement, on a changé le look visuel. Alors, c'est vraiment un grand pas en avant pour la franchise. Sur Nintendo 64, on a eu 2 jeux dans le même genre. Puis là, Nintendo est parti avec quelque chose de complètement nouveau. Est-ce que les joueurs vont embarquer? Justement, on va regarder la bande-annonce de cette nouvelle aventure de Zelda qui s'intitule The Wind Waker. Et après, on va commenter le jeu puisqu'on a pu l'essayer. Ceux qui commanderont Legend of Zelda The Wind Waker cette semaine pourraient avoir la surprise suivante dans les prochains jours, à savoir de recevoir un jeu en bonus avant la sortie du jeu qui est prévu pour la mi-mars. Et ce jeu-là, eh bien, c'est une réédition du jeu Legend of Zelda The Ocarina of Time qu'on a connu sur Nintendo 64, qui est intitulé The Master Quest. En réalité, c'est un jeu qui est sorti quand même au Japon sur Nintendo 64, à l'époque sur la DD64, l'espèce d'extension disque dur qui a plus ou moins marché pour Nintendo au Japon, qui s'appelait Ura Zelda. Donc là, on peut l'avoir si on réserve le jeu. Est-ce que tout le monde va l'avoir? Ça, Nintendo n'est pas en mesure de le confirmer, mais ça devrait. Évidemment, ceux qui l'auront pré-réservé dans les mois le plus tôt possible pourront peut-être l'avoir et jouer, refaire cette aventure-là. C'est une aventure un peu plus difficile de Master Quest, avec les mêmes donjons et quelques modifications. Mais la plus intéressante, c'est celle qui va sortir à la mi-mars, que Philippe a pu essayer. Bonjour Philippe, encore. Cette nouvelle aventure-là, évidemment, on en parlait, le look graphique, les gens l'ont vu, c'est un pas en avant pour la technologie utilisée, mais là, il y en a qui vont peut-être être réfractaires, sauf qu'il faut se libérer un petit peu l'esprit puis aller de l'avant. Hein. Oui, je pense nous deux, on était de ceux qui trouvaient ça peut-être un peu trop, un gros changement au E3 en mai dernier, mais une fois qu'on s'assoit avec le jeu, ça prend quelques minutes, puis vraiment, on plonge et l'ambiance est vraiment intéressante. Et ça va bien avec tout le concept de Zelda, l'aventure, la quête, le jeune garçon qui va sauver le monde. Faut pas s'arrêter au look graphique. Le cel shading, c'est une mode. Nintendo est embarqué dans la mode. Probablement que le prochain va être encore en cel shading, mais c'est un des rares jeux que c'est bien fait et qu'on passe par-dessus ça, puis que même ça fait partie du charme du jeu, si on peut dire. Ça fait peut-être penser, à un jeu qu'on a pu essayer l'automne dernier qui s'appelait Kingdom Hearts, un excellent jeu qui, malgré le fait que c'était un mix de Disney Squaresoft, les gens ont embarqué. Excellent jeu. Bon, ce jeu-là, le démo qu'on a pu essayer, c'est 3 niveaux jouables. Donc, on va regarder un peu les différents niveaux de quoi ça a l'air. Le premier, c'est du Zelda classique, donc l'exploration, et les gens qui ont connu les précédents jeux vont être en terrain connu ici. Oui, Ocarina of Time, Majora's Mask. Le jeu reprend beaucoup des éléments qu'on a déjà connus au niveau de la jouabilité, la prise en main. Ce que Link va faire est très semblable. Il voulait pas empêcher les nouveaux joueurs d'embarquer dans la série facilement. Ce qui est agréable dans Zelda, dans cette série-là, c'est qu'en quelques minutes, on apprend à maîtriser le personnage. Et ce qui est intéressant, c'est l'aspect d'aventure, d'exploration. Alors, c'est vraiment ça qui nous est présenté dès le premier niveau, qui est un donjon. Ouais, et au niveau des graphiques, les environnements, c'est très vaste. Donc, déjà dans Ocarina of Time, on était surpris de voir jusqu'où on pouvait aller voir. Et là, c'est encore mieux, là. C'est encore plus grand, mais le moteur est beaucoup plus puissant. Là, on voit enfin la GameCube performer depuis quelques temps. On voit ce dont elle est capable. Et avec ce nouveau genre visuel-là, le cel shading, c'est vraiment beau, c'est très fluide, c'est surprenant. Tout est détaillé. Le genre qui fait un peu comique, la bande dessinée, c'est vraiment agréable, mais ça l'empêche pas d'être un bon jeu. Puis la partie exploration et tout ça est pas nuit par son environnement graphique. Puis au niveau des contrôles, c'est toujours un charme. Rien à redire là-dessus. Même la manette de GameCube est très bien conçue pour ce type de jeu. Oui, moi qui joue pas souvent sur la GameCube, j'ai pas eu de problème à embarquer dans le jeu et me souvenir très bien comment maîtriser Link. Et les outils, l'épée, le bouclier, tout ça, tout revient. Alors, il n'y a pas vraiment d'éléments complètement différents. Il va y avoir des petits changements, mais pas si importants que ça soit difficile à apprendre. Parmi les nouveautés qu'on a pu essayer, il y a tout le mode de furtivité. Alors,
Link va être un peu plus espiègle dans ce jeu-là. Mais là, évidemment, ça n'a rien à voir avec Metal Gear Solid. C'est plus amusant. C'est farfelu, c'est drôle. Link va se cacher dans un baril, va faire bouger le baril alors que des ennemis se promènent autour pour essayer d'éviter d'être perçus. Alors, c'est peut-être pas un axe principal du jeu, mais ça fait changement, puis ça apporte une nouveauté peut-être pour les joueurs qui ont toujours suivi la série. Alors, c'est rafraîchissant de voir des éléments comme ça. Oui, puis parce qu'évidemment, on s'adresse toujours au même genre de public. Hein. Donc, les plus jeunes, les plus vieux, parce que Zelda, c'est une série... C'est une famille. Hein. C'est tout le monde s'intéresse à Zelda. Donc, on n'a pas intégré des éléments de furtivité qui sont trop difficiles. Ça se prend bien en main, là. On n'a même pas besoin d'être bon. C'est juste de regarder ce qu'il y a autour de nous, interagir avec les éléments, puis prendre son temps. C'est pas un jeu qu'on veut compléter rapidement. Et surtout d'observer, parce que ça a toujours été le mot-clé dans la franchise Zelda, regarder ses alentours, parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas vu au départ, et en faisant le tour, on va le retrouver. Le dernier élément, c'est un combat de boss, donc c'est assez spectaculaire en partant. C'est très spectaculaire. Visuellement, c'est vraiment merveilleux. On s'attend pas à ça, surtout d'un jeu de ce genre-là. Un monstre énorme, mais il y a peut-être l'aspect combat qui est peut-être un peu limité. C'est plus un puzzle, une énigme à résoudre. C'est toujours des énigmes. Il faut trouver comment vaincre l'ennemi. Une fois qu'on a trouvé le truc, la façon de le faire, c'est beaucoup plus facile. Puis même, si jamais on revient puis on fait le jeu, il n'y aura pas de défi. Mais la première fois, c'est vrai que c'est très difficile. D'accord. Donc, c'est un jeu absolument surveillé, à réserver. Donc, si vous ne l'avez pas fait cette semaine, c'est le temps pour avoir peut-être The Legend of Zelda Master Quest. Eh bien, Philippe Carrier, merci beaucoup de nous avoir présenté ce jeu. On va le réserver parce que si on va voir The Legend of Zelda Master Quest, c'est le temps. On s'en reparle à la mi-mars. Nous vous invitons maintenant à visiter le site web de micro.info où vous trouverez toutes nos émissions en format Real Video, des liens et des compléments concernant celles-ci, des articles de fond, un forum de discussion et un service d'annonces classé. Le site web de Micro-Info est hébergé grâce à la collaboration de Cybercat, une équipe d'ingénieurs œuvrant depuis plus de 5 ans dans le développement d'applications web et Palm OS pour les entreprises, et de Linux Québec Technologies, une firme avant-gardiste qui œuvre dans le domaine de la réseautique. Voilà, c'est ainsi que se termine cette autre émission de Micro.info. J'espère qu'elle vous a plu. On va se laisser sur les images de 2 jeux qui sortiront sur GameCube ce printemps, à savoir Wario World ainsi que 1080 Avalanche. Bonne semaine à tous. Les éléments de décor ont été gracieusement fournis par Flymeuble et les équipements informatiques par Info Unique.